swear. Deux poids de 12 kilos et j'ai marché dans les coteaux. Mais Et là, non. je suis rentré, si j'en peux plus. C'est pour ça que j'entendais des vieux bruits de fonte. Tu sais, j'avais pas d'image, j'entendais juste Ah oui. gling. On aurait dit, tu sais, du Joe Dalton qui revient du pénitencier. Tu vois. Ah bah c'est un peu ça. Mais tu te balades juste comme ça, avec les deux mains près du corps, mais avec 12 kilos dans chaque bras. C'est ça. Putain, Et stylé. franchement, ça. Mais c'est toi, c'est grâce à Rust, voilà, donc le podcast a commencé. Et Oh. pour celles et ceux qui ignorent, Rust, il y a quelques années, eh bien, m'avait dit qu'Alistair Overeem faisait ça. Ouais. Avec des poids, il marchait autour de son jardin, donc j'ai commencé à faire ça autour de mon jardin. Au bout d'un moment, tu commences à t'ennuyer avec le confinement, donc tu te dis, je vais sortir. Toujours avec mon attestation, très important, en disant déplacement bref et pour le sport, et voilà, en tout cas, ça. D'ailleurs, Alistair Overeem disait il faut savoir cultiver son jardin. Je pense qu'il parlait de ça. Et peut-être son jardin secret aussi. Peut-être. Bref, messieurs, on parle aujourd'hui d'Alistair wow Oui, un peu. un petit peu Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik, troisième combat de l'UFC 249, un véritable choc entre deux heavyweights qui ont le vent en poupe. Mais messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de vous poser la question suivante, c'est finalement pourquoi est-ce que l'UFC a organisé ce combat-là? Ou du moins, selon vous, pourquoi est-ce que l'UFC a mis en place ce combat? Parce qu'on voit clairement, on a l'impression quand même que c'est surtout intéressant pour Rozenstruik. Moi, j'ai l'impression, et Polydomso me dira ce qu'il en pense, mais ils savent pas tellement quoi faire de Ngannou, si ce n'est qu'ils n'ont pas envie de lui filer le titre, déjà. Et Rozenstruik, je pense que ils se disent juste, ça peut faire, un espèce de feu d'artifice, parce que mine de rien, Rozenstruik, c'est quand même un... Je sais pas, en fait, on va en parler tout à l'heure, mais il est extrêmement, il est super technique, mais c'est un petit peu, j'ai l'impression, un Derrick Lewis plus, en fait. Il a des compétences en kickboxing qui sont vraiment, vraiment, vraiment stylées, mais il est très attentiste, mais quand il n'est pas attentiste, il est ultra spectaculaire, donc ça peut faire quelque chose d'énorme. Mais ça peut aussi être chiant, on va voir. Et en tout cas, pour Jairzinho, voilà, ça lui fait l'occasion de rencontrer un énorme puncher. Ça fait un petit peu comme quand il y avait eu Anthony Johnson versus Manuwa en light heavyweight. Et puis Ngannou, voilà, ça lui fait quelque chose parce que comme ça, voilà, au moins il a quelqu'un à se mettre entre guillemets sous la dent. Et puis voilà, l'occasion de gagner un peu d'argent, l'occasion de montrer que c'est toujours lui le roi de la jungle, je pense. Hein. Je me joins à cette théorie. J'y souscris sans réserve. Je pense qu'en fait, il y a une part de gestion de l'agenda, évidemment, parce que il y a le rematch, la belle plutôt, Daniel Cormier et Stipe Miocic, et donc il faut faire patienter Ngannou. Ngannou, s'il peut ajouter sur son CV le nom d'une star qui monte, ça fait monter la mayonnaise pour le futur title shot, donc ça c'est gagnant. Et si jamais Rozenstruik gagne, il est sur la voie, il a bonne voie, il est invaincu, il a une série de victoires par finish. Il a fait la route parsemée de KO, comme le savent le faire les matchmakers de l'UFC. Généralement, quand en poids lourd, on te met Arlovski et Alistair Overeem. Ouais. Mais après, il a fait exactement ce qu'Ngannou avait fait. Mais oui, mais c'est parce que c'est la recette qui avait été appliquée à Ngannou. Généralement, les gens ils sont là pour ça. Bon, après, Overeem, je rigole un petit peu, j'ironise parce que c'est quand même un test qui est toujours difficile à passer. Mais généralement, c'est des mecs, surtout Arlovski et Overeem, qui sont assez suspects au niveau de leur menton. Et donc, du coup, si tu veux monter une communication autour du pouvoir de KO absolument formidable, équivalent à 2 Porsche que tu lances en plein mouvement, je me suis perdu dans ma comparaison, c'est pas grave. C'est cool d'avoir le coup de tampon à Arlovski / Overeem. Donc, en fait, quelle que soit l'issue, c'est profitable à l'UFC. C'est là où on voit que ce sont de fins joueurs d'échecs à ce niveau-là. Et mon cher Polydomso, est-ce que, selon vous, ce combat aussi organisé par l'UFC ne montre pas finalement qu'ils ont un peu lâché quelque part Jairzinho Rozenstruik qui, ok, s'est offert un superbe KO face à Alistair Overeem, mais c'était à la dernière seconde et il était clairement en retard si ça allait à la décision. Alors, je sais pas si c'est lâché. C'est vrai que c'est difficile, là, le step-up, il est quand même il est assez violent. En même temps, on est en poids lourd et on arrive toujours à ce stade-là, tu sais, en poids lourd, quand tu as battu, surtout super rapidement, si on fait exception, bien sûr, du combat en synchrone contre Alistair Overeem, mais sinon, le temps cumulé de ces combats, Jairzinho parle pour lui-même, en fait, et tu te retrouves, qu'est-ce que tu lui donnes, quoi. Et puis après, il y a les contraintes d'agenda.
je sais pas en fait qui pouvait mettre pour Jairzinho, quoi. Là, je pense que c'est plus de la petite cuisine maison, tu vois, en se disant bon, lui il est disponible à telle date, lui il est disponible à telle date, c'est très bien, on les met ensemble, quoi. T'es un peu, tu sais, tu fais avec les matériaux que tu as en poids lourd, quoi. T'es un peu limité par le vivier. Moi, je pense que c'est ça, hein, surtout. Ouais. Donc, nous avons Francis Ngannou numéro 2, Jairzinho Rozenstruik numéro 6. Avant de rentrer dans le vif du sujet, messieurs, petite question pour Polydomso, qui justement a fait remarquer très justement lors de la dernière victoire de Francis Ngannou que certes, elles sont impressionnantes, mais il donne toujours pas, pour nous qui sommes fans de Francis bien évidemment, et puis observateurs du MMA Game, différents arguments pour dire ok, il a progressé par rapport au combat contre Stipe Miocic. Et est-ce qu'une victoire de Francis Ngannou contre Jairzinho Rozenstruik vous permettrait, mon cher Polydomso, de dire bon bah ok, là je suis un petit peu plus confiant s'il y a une revanche contre Stipe Miocic? Ah ben là, je pense que je vais avoir une réponse qui sera sûrement similaire à celle de Rust, c'est que tout dépend du combat. S'il éteint Rozenstruik en 10 secondes, on n'aura rien appris. On sera très content. Moi, je serais super heureux, je serais refait, mais on n'aura rien appris sur Ngannou. C'est toujours le même problème, et on peut pas lui reprocher en fait à Ngannou. C'est difficile. Ça doit être excessivement dur pour lui même de savoir où il en est réellement, parce que même à l'entraînement, je pense qu'il y a plein de gens qui tu sais, quand tu spares avec Ngannou, c'est un peu genre, oh merde, putain, sparring avec Ngannou, putain, tu vois, genre. Donc, du coup, c'est difficile. C'est pas tous les jours que tu peux tomber sur un mec comme Stipe Miocic qui a le savoir-faire, la volonté, le menton, l'arsenal pour faire face à toi et pour te donner vraiment une guerre et un gros combat. Donc, c'est ça le problème. On aimerait, en fait, vraiment que Ngannou nous montre ça. Maintenant, on va pas lui reprocher de finir ses combats trop vite, quoi. C'est toujours ça le problème, quoi. Bon alors, Je sais pas ce que tu en penses, Rust. Pareil, hein, vraiment pareil en fait. On n'apprendra quelque chose que s'il y a des échanges qui durent un petit peu, que ça va au-delà déjà du premier round et qu'il y a quelques échanges. Mais sinon, bah voilà, on en apprendra. Qu'est-ce qu'on peut vraiment apprendre de combats qui durent 1 minute 26 ou 1 minute 16 au maximum et qu'au bout de 2 échanges, c'est réglé. C'est à part le fait qu'il a un bon placement, comme contre Cain Velasquez, qu'il a quand même des bons instincts au niveau du contre en clinch, au niveau de quand frapper. Contre Curtis Blades, la revanche, quand même des bons instincts aussi sur quand attaquer, sur quand est-ce qu'il faut placer son overhand, etc. Mais voilà, comme vient de le dire Polydomso, en fait, le problème, c'est que ça, on voit qu'il est toujours aussi sharp, mais est-ce que ça passera contre des Miocic? Bah, je sais pas, on ne le saura que s'il le réaffronte, quoi. Donc, oui. En fait, c'est un peu le même problème mutatis mutandis avec Anthony Johnson, en gros. Ouais. C'est un peu ça, Anthony Johnson, il éteignait tout le monde et en fait, on savait, en fait, on avait toujours la hantise avec lui du combat qui dure. Et alors, je pense pas que ce soit le même problème que Ngannou. En revanche, là, il diffère parce qu'en fait, Anthony Johnson, il y avait vraiment un problème de game plan ou plutôt de fight IQ au fur et à mesure que le combat durait et pas vraiment de fight physique, pas trop en tout cas sur les derniers combats, ce que j'avais vu. Tandis que Ngannou, le seul exemple qu'on ait malheureusement, c'est celui de Stipe Miocic. Et là, effectivement, il y avait eu un problème de gestion en fait du rythme du combat. Et ça, en fait, je sais pas s'il a résolu ce problème-là. Alors, messieurs, Jairzinho Rozenstruik qui a montré contre Alistair Overeem qu'il pouvait justement tenir pour son premier main event en short notice qui plus est, donc c'est quand même intéressant. Et au-delà de tenir, comme on disait, il maintient son pouvoir de KO et aussi encaisser. Parce que mine de rien, pendant 4 rounds et demi, c'était lors de la nuit blanche la sueur, la toute première, il a pris le cher Jairzinho. Et c'est Polydomso qui était là pour vous encadrer jusqu'à la fin de la soirée. Alors, là, on a failli se faire jeter d'ailleurs en plus de ça. Bon alors messieurs, pour le combat, comment peut-il se dérouler? Petit préambule cependant, Fernand Lopez, ancien coach de Francis Ngannou, est très confiant quant à ce combat-là, parce qu'il a dit justement, Jairzinho Rozenstruik, il apporte des questions, il pose des questions pour Francis, un peu comme ce qu'il y avait contre Derek Lewis, sauf que là, il sera en pleine forme. Mais par contre, ce qu'il disait, c'est quand Francis met la pression, il met la pression comme personne. Et pour finalement Fernand Lopez, la vraie question, c'est est-ce que Francis arrivera à outrepasser ce côté j'affronte un cogneur qui est aussi en grosse forme physique et donc je peux peut-être éventuellement me faire toucher. Mais sinon, il était assez confiant quant aux perspectives de victoire de Francis Ngannou. Moi, j'ai envie de dire un truc et de demander à Polydomso s'il est d'accord. Alors, je suis d'accord avec Fernand Lopez. C'est vrai qu'il y a quand même de fortes probabilités que Ngannou
soit très à son aise. Parce que bon, c'est un striker, parce qu'en plus, on en parlait tout à l'heure, il a quand même un énorme avantage d'allonge et d'explosivité, etc. Néanmoins, et on va voir ce qu'on en pense, mais Polydomso, tu me dis, j'ai quand même l'impression qu'au niveau du striking, eh ben, mine de rien, Rosenstruik, c'est un contre-attaquant et c'est peut-être un des meilleurs contre-attaquants que Ngannou ait à affronter à l'UFC. Ouais, c'est intéressant comme observation. Je suis assez d'accord, il a vraiment des qualités en contre-attaque et pas seulement en fait. Mine de rien, le truc c'est que Rozenstruik, malgré son bilan, il y a beaucoup de gens qui s'endorment sur lui en fait parce que il a ce côté, comme tu disais, qui est un peu similaire à Derrick Lewis, bien que le jugement est difficile parce que je trouve que c'est quand même moins grave que chez Derrick Lewis, mais tu sais, de rythmer son combat, de prendre son temps. Il peut donner des rounds sans problème, tu vois, genre contre Alistair Overeem, mais même il y a une façon de rythmer en fait ses efforts. Il y a des moments où il va pas être très actif et des moments où il va exploser sur un enchaînement. Par exemple, le combat contre Albini, c'était un peu ça aussi. Enfin, donc en gros, c'est vrai qu'il a ce côté un peu, tu te dis bon bah il est pas super rapide, il est pas super explosif. Et merde, ah oui en fait il est explosif. Genre il y a ce côté-là, tu vois, il y a ce côté il t'endort un petit peu et je pense que les gens ont tendance à oublier que malgré tout, le mec, il a quand même un sacré bilan en kickboxing. Grave, mais il a battu genre Donegui, Abena, Adegbuyi, Benjamin Adegbuyi, il l'a mis KO. Ouais, tu vois, donc des sacrés noms. Il a des trucs qu'il sait quand même super bien faire. Mention spéciale à son check hook qui place quasiment tout le temps en fait quand les gens. En fait, c'est ça le problème que j'ai avec Jairzinho. Enfin, ce que j'ai observé en fait, c'est que on a tendance à le sous-estimer. Mais il y a des raisons pour lesquelles on le sous-estime. Mais ce qu'il sait faire, il le fait très bien. Après, quand même, ce que j'aurais tendance à dire pour modérer mon propos, c'est qu'il a quand même beaucoup d'automatismes qui peuvent être exploités. C'est pas des défauts, mais c'est juste des trucs qu'il fait tout le temps. Genre, par exemple, quand tu avances sur lui, et surtout quand il affronte un autre orthodoxe, parce qu'il combat en orthodoxe, Jairzinho, et quand il affronte un autre orthodoxe, il a une défense qu'il fait tout le temps, c'est qu'il défend en fait en parant les coups. Et le truc qu'il fait tout le temps, c'est qu'il chasse le jab de l'adversaire et du même bras, il lance soit son jab, soit son crochet en fait. Et généralement, il le fait tout le temps, ça, mais tout le temps, tout le temps. Donc je pense que par exemple, ça peut être exploité. Si par exemple tu fais une feinte de jab, il va faire son espèce de balayage et tu peux le contrer. Et s'il y a un truc que c'est faire. C'est un peu ce qu'a fait Overeem d'ailleurs. Ouais, mais Overeem faisait ça. Alors Overeem, c'était incroyable parce que pendant tout le combat, il a quand même. Bon, après, Overeem est un southpaw. Il a combattu la plupart du temps de son combat en southpaw. Et il a vraiment désamorcé justement le check hook de Jairzinho. Juste, tu vois, en gardant le contrôle, il avait quasiment tout le temps sa jambe avant, à l'extérieur de la jambe avant de Jairzinho. Et il contrôlait en fait son bras avant. Donc effectivement, grosse capacité de contre, notamment du bras avant. C'est son KO contre Alan Crowder, c'est ça? Ouais, mais c'est un jab, je crois, Crowder, même. C'est un jab alors que le mec arrive. Je sais pas, je l'ai perçu un peu comme peut-être un jab, mais il le fait aussi contre Arlovski. Voilà, Arlovski, c'était. Ouais, Arlovski, c'est pur check hook. Ouais. C'est pur check hook, ouais. Donc ça, c'est vraiment une grosse qualité. Après, c'est pas un contreur du bras arrière. Il fait pas justement ce que fait Ngannou, justement de retrait et de contre du bras arrière. Bon, grosse qualité du coup en contreur, bon arsenal, tu vois, genre justement son check hooks et son jab en contre. Après, ça reste exploitable. Donc en fait, je suis assez mitigé sur Rozenstruik. Il y a des trucs qu'il fait très bien. C'est un excellent striker pour les poids lourds et il a un sacré bilan pour ça. Je pense que quelqu'un qui a un peu de tactique et un peu de sens peut exploiter ça. Ouais, et je rajouterais que c'est vrai que pour apporter encore à ce qu'il sait bien faire, c'est vrai que tu l'as mentionné, Polydomso, mais honnêtement, c'est quand il décide de lancer une combinaison, ça rigole plus du tout. Mais vraiment plus du tout. En plus, honnêtement, et particulièrement contre Albini, ce qui m'a impressionné, c'est que sur toutes les combinaisons, disons sur chacun des coups, il est vachement précis en fait. C'est ça. Son KO, là, le crochet du bras arrière, il est sur la pointe du menton. Ah mais sans déconner, c'est vraiment flippant parce que Albini est en mouvement parce qu'il fait un espèce de mouvement du buste, il se fait déjà choper en uppercut, il me semble, et chacun des coups qui vient après touche rapidement. Et honnêtement, il a un peu ce côté Shane Carwin, comment il s'appelle, Rozenstruik. Alors, c'est pas du tout le même build physique, mais dans le sens, t'as même pas l'impression qu'il frappe fort, mais il te met KO quand même. Parce que contre Alan Crowder, honnêtement, alors que ce soit un jab ou un check hook, je crois que c'était un jab, il le touche, mais vraiment, il y va mollo, quoi. Mais c'est juste que il touche et
c'est comme si il a la main qui va un peu rapidement et il a les mains dures. C'est très étrange. C'est très étrange. C'est presque irrationnel parce que pareil, son check hook contre Arlovski, vraiment honnêtement, je l'ai rematé plusieurs fois le mouvement. Tu as l'impression qu'il y va tranquille. C'est hop, retrait, boum, allez, je te touche, tu vois. Mais vraiment, il n'y a pas de oh, on envoie quoi. C'est très étrange. Et le truc que je voulais dire aussi, et ce pourquoi malgré effectivement le fait qu'il est quand même très bon techniquement, un truc. Bah pareil, tu vas me dire, Poidomso, si tu es d'accord, j'ai l'impression que les moments où il arrive à placer des bons contres, c'est quand la personne reste, ça peut être une demi-seconde de trop, mais un tout petit peu trop longtemps dans la poche. Quand Allen Crowder s'est pris le jab, en gros, il a avancé et il est resté là. Quand Arlovski s'est fait contrer, il a avancé et en gros, bah, il a avancé presque menton le premier, même s'il avait son bras. Et il s'est donné un peu à Rosenstruck. Pour Albini, bon, bah, c'était un peu in the pocket. Et j'ai eu l'impression contre Overeem que quand tu fais du in and out ou que tu es intelligent, c'est-à-dire que Overeem, du coup, il était en southpaw, mais quand il avançait, généralement, c'était un. En plus, du coup, il a un peu matrixé parce qu'il faisait beaucoup de feintes, de takedown, etc. Donc, il doutait un petit peu Rosenstruck. Et quand il avançait, il y va franco, mais il continue de protéger son menton. Il met son overhand. Putain, j'en perds toutes mes putains d'expressions. Emporté par la passion. Emporté par la foule. Et donc, c'est vrai que je rejoins un peu Poidomso, quand tu le fais intelligemment de rentrer ou de faire du in and out, eh ben, ses contres, c'est vraiment pas aussi efficace. Et Ngannou, bon, le problème, c'est qu'il fait du in and out aussi, mais que quand il fait du in, il n'hésite pas en fait. C'est-à-dire que quand il arrive, il arrive. Quoi. Il toque pas à la porte, il la défonce direct en fait. Et du coup, et en plus, donc voilà, on peut l'aborder, le fait qu'il a un avantage d'allonge. Il est explosif, il fait du bon in and out. Quand il fait du in, il attaque direct sans hésiter. Et en plus, il est long dans ce qu'il fait. C'est vrai que ça paraît compliqué pour Rosenstruck quand même. Ça paraît. Ouais, pardon. Je veux dire justement, est-ce que le dernier combat de Francis Ngannou contre Junior Dos Santos, où c'est vrai, il y a eu un petit peu plus de kicks de Francis, mais c'est vrai qu'on n'a pas pour autant vu depuis ces deux défaites de véritables ajustements de la part de Francis. Est-ce que vous pensez que là, sur ce combat-là, il va mettre en place des choses et qu'au contraire, Jairzinho Rozenstruik va peut-être développer les low kicks face à Francis? Parce qu'on l'a pas vu énormément faire ça au cours de sa carrière pour l'instant, par l'UFC. Moi, je pense que ce serait un truc que Jairzinho aurait tort de ne pas utiliser vraiment. C'est comme on l'explique, hein, il a quand même. Jairzinho est plus petit, il fait 1m88, je crois, et Ngannou, il fait un bon 1m96, je pense, ou 97. On me corrigera, mais c'est dans ces eaux-là. Et, 93. Et Ngannou, il a un solide reach avantage donc plus grande allonge. Donc s'il n'a pas les kicks pour équilibrer ça, ça va être très 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 compliqué. D'autant qu'en plus Jairzinho, il est très statique en fait quand il combat. Ouais. Il n'est pas ultra mobile. Il a vraiment cette pose, tu vois, de kickboxer où il est haut, tu vois, il se tient haut, il n'a pas une base large, il bouge pas beaucoup et même s'il sait faire des combinaisons. Généralement, c'est vraiment, il combine quand l'adversaire se replie un peu sur lui-même. Il n'a pas ce savoir-faire. Tu sais, par exemple, un exemple qui va faire plaisir à Russ, TJ Dillashaw, on voit quand il avance et qu'il fait des combinaisons et qu'il termine sur la kick, il peut couvrir toute la cage comme ça. Ouais. Tu vois. Vraiment, c'est impressionnant. Jairzinho, pas vraiment. Tu vois. Et le truc, c'est que ça, contre. Ngannou aurait beau jeu, tu vois, de rester à distance de jab, de faire son in and out, et dès que Jairzinho voudrait contrer, de le sanctionner. Donc s'il n'a pas les low kicks pour vraiment juste paralyser le jeu de in and out de Ngannou, ça va être difficile pour lui. Je pense que ça va être très très compliqué. Donc évidemment, ça c'est une arme que Jairzinho doit utiliser. Après, il y a toujours le risque quand tu fais des low kicks. Surtout, tu sais, genre quand tu crois pas trop, tu sais que tu envoies ton low kick un peu comme ça, se faire surprendre alors que tu es sur une jambe, et là c'est bye bye quoi. Et ça c'est aussi un autre automatisme que fait souvent un automatisme qu'a Rozenstruik, c'est que dès que tu l'attaques en ligne basse, tu lui fais un low kick ou un kick, il va par automatisme relancer un low kick derrière. Ouais. Il le fait super bien, mais c'est vraiment le truc de kickboxer, tu vois, c'est genre tu prends un low kick à toi, à moi, tu vois, genre. Et ça il le fait, mais on dit, enfin c'est dans sa mémoire musculaire quoi. Et ça peut être exploité. Et ça peut être exploité. Moi ça m'a fait, je me dis, tu vois, un truc qui pourrait arriver, surtout si Ngannou switch de stance, s'il est vraiment en gaucher alors que Rozenstruik est dans droitier. Si Ngannou
petit coup, un petit low kick sur la jambe avant et que Rozenstruik répond et qu'à ce moment-là, Ngannou envoie son bras arrière, ça ferait un peu comme Rob Kaman contre Ernesto Hoost. Il a fait ça et il l'a mis KO comme ça. Donc en fait, il a mis KO ou knockdown, je sais plus, mais bon, bref, c'est un truc, c'est une arme, ça peut être exploité. Donc oui, les low kicks à 100%, mais il va falloir être malin, quoi. Faut pas que en fait, Ngannou, il a ce truc-là qui est aussi super chiant, c'est qu'il remarque tout de suite les automatismes. Quand tu fais un truc genre 2 fois, tu le fais pas 3 fois, tu vois, genre. C'est ce qu'il y avait avec Junior Dos Santos aussi avec les low kicks. Ils sont passés bien 2 fois, mais ouais. Et puis Curtis Blade avec son jab en début de deuxième combat, deuxième jab, il s'était fait timer. La sanction, elle est directe. En fait. Il a un bon coup d'œil pour ça, donc. L'instinct. Et en plus de ça, on a quand même des précédents de kickboxers qui se font contrer sur des low kicks. On pense à Gokhan Saki à l'UFC, qui s'est fait mettre KO sur un low kick qu'il mettait lui-même. Donc c'est largement faisable, même quel que soit le niveau du kickboxer, quoi. Bon, alors donc finalement, messieurs, est-ce que hors on va dire faille mentale de notre cher Francis Ngannou qui serait à nouveau ouverte face à un adversaire si dangereux debout, est-ce que ça devrait bien se passer pour le Predator? Franchement, moi je pense que oui. Honnêtement, j'aime bien ce que fait Jairzinho, mais à moins qu'il le surprenne, parce que ça peut toujours arriver en poids lourd, et il y a toujours un. Comme l'a souligné Rust, et je le rejoins, je pense que la meilleure qualité de Jairzinho, au-delà de tout ce qu'on a dit sur sa technique et tout, c'est son instinct de finish. Quand il sent que tu es dans le mal, mais il va pas te laisser une seconde de répit, et il est ultra précis, et il est ultra féroce. Exactement. Il fait penser un peu à Nate Marquardt là-dedans, tu vois. Dès qu'il sentait que t'es pour l'image. Des grandes années, oui. Genre contre Tyron Woodley, par exemple. Woodley. Oh la vache. Ça me fait penser un peu à ça, tu vois. Et il a ce côté. Junior Albini, tu vois, il perdait le combat contre Junior Albini. Et il a vu tout de suite que Junior Albini, il a fait un petit. C'était même pas, tu sais, genre le chicken dance, c'est juste un petit. Et alors là, laisse tomber, quoi. Il te bute. Et contre Overeem, c'est pareil. Il a senti qu'Overeem, il faiblissait en reculant. Complètement. Il s'est jeté, mais alors là, pour le coup, il a couvert de la distance. Hein. C'était assez impressionnant. Donc vraiment, il y a toujours ce risque-là, parce que on ne sait jamais, il peut attraper Ngannou, et là, Ngannou, il n'est pas invulnérable, hein, malgré le menton qu'il a, malgré tout ce qu'on sait sur lui, ça peut arriver. Au-delà de ça, je pense qu'il y a tellement de trucs que tu peux exploiter si tu es un peu malin, et Ngannou, il est super malin, tu vois. Il a un esprit fait pour ce sport, et hormis l'expérience contre Stipe Miocic, mais qui est un des combattants les plus intelligents et un des meilleurs tacticiens aussi de cette catégorie, il a fait jusqu'à présent un sans faute. J'exclus évidemment cette saloperie de combat contre Derek Lewis. Ça n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Mais voilà. Et donc du coup, mais moi, ce que j'aimerais, en fait, il pourrait vraiment, si je dois dire un truc, c'est que Ngannou pourrait gagner ultra facilement si, par exemple, il avait un jeu plus complet, en fait. S'il avait une approche un peu plus complète. Par exemple, je pense qu'Ngannou pourrait facilement le mettre au sol et l'exploser en grand and pound. S'il se disait, je vais pas faire d'échange debout, je vais le feinter, je vais l'amener au sol parce qu'il s'y attendra pas. Et je pense qu'il a largement la puissance d'exploser en double, et il n'a pas une très bonne takedown de défense, Rozenstruik. Mais après, il va passer sa garde, mais easy, et je pense qu'il pourrait l'éclater au sol. Et honnêtement, je dis ça, j'aime bien Rozenstruik, mais il s'est quand même fait out-grappler par Albini, quoi, s'il vous plaît. Enfin, bon, c'était. Non, mais bon, après, c'était son premier combat à l'UFC. Ouais. On peut comprendre, mais il a passé 3 rounds sous Alistair Overeem aussi, tu vois. Et Alistair Overeem, à la fin, il y a certains takedowns, il avait plus de gaz, il n'y avait plus aucune explosivité, il arrivait quand même à mettre Rozenstruik au sol. Donc, Rozenstruik est très, très, très bon dans son domaine, mais justement, le fait est que, tu vois, il a une garde haute, il n'est pas très mobile et tout, il y a plein de trucs que tu peux exploiter, quoi. Et donc, du coup, je passe la parole à Ross, j'ai trop parlé. Mais d'autant plus que, juste par curiosité malsaine, j'aimerais un jour, avant que Francis ne prenne sa retraite, voir à quoi ressemble du ground and pound de Francis Ngannou. j'aimerais juste savoir, quoi. Donc, ce serait au détriment probablement de la conscience, de la mâchoire, des dents et du nez de quelqu'un. T'imagines, t'as Ngannou en monte sur toi. Mais le problème, c'est que là, on aurait on n'est même pas le ground and pound que le mec tape direct. Ah non, mais vraiment. Ça va être comme dans les films, tu sais. T'as monté et t'as Ngannou qui va se lever comme ça, et là, le mec va faire putain, et taper avant. Parce que le problème, c'est que, tu sais, on a un peu un risque. Alors, pour ceux qui ont vu le film Brawl in a Cell Block 99, là, je pense que dans ton cerveau, tu dis, attends, dans Brawl in a Cell Block 99, t'as un mec, il a quand même fini avec
un morceau du visage arraché, tu vois, à coup de pompe. Là, il y a un risque quand même. Il y a un petit risque. Donc, allez, disons non, quoi. Et parce que honnêtement, alors cela dit, respect aussi à Rosenstruik, après qu'il ait mis un jab de l'enfer à Alan Crowder, 2 coups de cuillère à Ground Pound, c'était réglé. Hein. Donc, il a aussi des armes à faire valoir. Bien sûr. En tout cas, on souligne quand même le courage, l'ambition, pardon, de Jairzinho Rozenstruik qui a cherché à avoir ce combat. Non, mais il est ultra courageux, il a un mental d'acier quand même. Et ça, il faut le souligner. Oui, complètement. En poids lourd, c'est une qualité super rare, on le répète jamais assez, parce que le problème des poids lourds, c'est que la sociologie de l'entraînement fait que quand tu es poids lourd dans ta salle, il n'y en a pas 30 000 des poids lourds déjà, de ce genre d'Akabi. Il n'y a pas souvent des putains de Ngannou, tu vois, j'allais dire Alain Ngalani, mais non. Alain Ngalani, ouais. Donc du coup, c'est toi le mal alpha dans le gym, que même si tu n'as pas le meilleur niveau technique et tout ça, donc en fait tu bosses pas trop ton mental, c'est pas comme dans les catégories plus petites où tu as 10 mecs qui sont très très bons et qui vont te pousser dans tes retranchements à chaque entraînement. Donc du coup, quand tu as un poids lourd qui a un gros mental, c'est une qualité mais énorme, et ça c'est vrai que Jairzinho, ça c'est double pouce pour lui, il va te chercher jusqu'à la fin, hein. Il abandonne pas, hein. Ça c'est certain, quoi. Et il a un côté, excuse-moi Guillaume, c'est vrai, et en plus il a un côté, alors bon, là, puisqu'on a fait notre analyse technique, on peut aller un peu du côté fanboy. Ce que j'adore avec Rozenstruik, et sans déconner, ça me fait kiffer à un point, il a quelque chose, alors ça rejoint le fait qu'il a un mental d'acier et qu'il n'abandonnera pas quoi qu'il arrive, et il l'a démontré, hein, c'est vraiment contre Overeem, contre Albini, quelle que soit la manière dont il est malmené dans un combat, ça lui vient même pas à l'idée d'abandonner, tu vois. Et il a vraiment, en plus, il a une gueule. Franchement, c'est un shaft en poids lourd, ce mec. Il a un regard. À chaque fois, il est présent. Et tu sais, ça fait partie de ces combattants. Alors, je sais plus qu'est-ce qu'on pourrait citer en exemple. Il y a Max Holloway ou des gars qui, tu sais, t'as des gens, t'as des combattants. Ils commencent et avant, quand ils ont un peu le temps de réfléchir à la tête qu'ils vont faire, ils sont comme ça là, ils regardent l'adversaire comme ça et puis ça y va et puis machin. Et une fois que le combat a commencé, il y a un regard, et c'est pas du tout une critique, c'est humain, ils ont un regard qui est beaucoup plus vide. En mode, ils sont dans la zone, il y a plus de bravado, il n'y a plus rien. Et Rozenstruik, lui, je sais pas ce qui se passe dans sa tête, il est constamment en mode putain, il y a quoi. Et en gros, et ça fait kiffer parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un caractère stylé, quoi. C'est ce qui fait qu'il n'abandonne pas, c'est ce qui fait qu'il sera toujours là et que bon, le seul problème, c'est que bon, c'est pas vraiment un volume puncher Ngannou, donc si ça touche, généralement ça couche. Mais s'il est encore là dans les 2e rounds ou 3e rounds, il sera là pour de bon, quoi. Il sera pas là pour faire de la figuration, quoi. Mais moi, j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Je pense qu'il y a des routes de victoire très rapides pour Ngannou, même debout, hein. Même debout, par exemple, genre la feinte du jab, le retrait du buste et le bras arrière, je le vois arriver, mais le gros comme une maison. Et en fait, le problème, c'est que comme il part les coups, il a une défense en parade, il n'a pas une défense en et blocage. menton bien en l'air en plus. Et voilà, t'as Albini quand même, il y a plusieurs moments où il l'a touché, mais sans aucun setup, sans rien, juste le bras arrière, et il est beaucoup moins rapide qu'Ngannou. Donc il y a plein de routes de victoire pour Ngannou, mais j'aimerais bien que ça dure en fait. Ouais. Parce que là, en revanche, je pense que si ça dure et si les 2 rounds sont passés, ça pourrait être très très intéressant. Parce que pour le coup, je pense que Rozenstruik, il a un truc que je pense qu'Ngannou n'a pas encore, c'est qu'il a l'habitude justement de se gérer. Ça, je pense que ça vient de sa carrière très très extensive en kickboxing. Et il peut donner le rythme du combat, même s'il fait pas énormément de presse. Enfin, tu vois, c'est pas un mec comme tu le disais, c'est pas un volume puncher, il te harcèle pas, mais il va prendre le rythme du combat et il va se battre à sa façon, à son rythme. Et ça, ce serait vraiment intéressant de voir. Est-ce que Ngannou peut répondre à ça dans un moment du combat où il est plus aussi explosif, où il va devoir ruser. Ouais. Et ça, j'aimerais vraiment voir ça. Ça, j'aimerais vraiment le voir. C'est ce qu'on veut tous. C'est finalement que grâce à ce combat-là, on en apprenne un petit peu plus sur Francis, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, ok, il y a les highlights, donc c'est formidable pour l'UFC, pour les ventes de Ford Escort, et puis pour les unités de puissance, mais c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour vendre justement Francis pour un rematch et pour un title shot. Messieurs, après... Il a ce défaut, mais il a ce défaut, Francis Ngannou, c'est qu'il est trop efficail en fait, quoi. Exactement, mais c'est terrible. C'est le défaut de ses qualités, ça. Mais en tout cas, on espère vraiment, si Francis venait à gagner ce combat-là, qu'il y aurait quand même le title shot pour lui, parce que Polydomso l'a dit avec énormément de gars, c'est très bien par exemple avec Tony Ferguson, c'est que là, on arrive quand même à un point
où c'est presque compliqué pour l'UFC de continuer à lui filer des combats parce qu'il gaspille des talents potentiels ou des mecs qui peuvent monter. Parce que là, Junior Dos Santos, il est 6 pieds sous terre quasiment. Là, si on a ce pauvre Rosenstruck qui venait être Mikao, pareil, vous enlevez un mec qui est quand même un haut prospect. Et à part, ce qui serait terrible, c'est de lui mettre une 3e fois Curtis Blades. Là, je pense que. Non, s'il vous plaît, non. Ah non, mais en fait, c'est un problème parce que tu t'épuises vite le vivier. En fait, là, je crois que la seule étape intermédiaire que tu peux rajouter, et ce serait hautement injuste pour Ngannou, mais ce serait la revanche contre Derrick Lewis. Exactement. C'est ça. Mais ce serait super injuste parce que bon, Derrick Lewis, là, Ouais. je veux dire, bon, il a perdu. Non, il a battu Blago Ivanov, ouais, pardon, autant pour moi. Mais bon, enfin quand même, ça ferait chier pour Ngannou quand même. Mais le problème, c'est que si tu déçois tonton Dana, tu vas en chier. Et franchement, Dana, en fait, il lui a pas pardonné le côté genre je t'ai mis sur le vent de la scène et t'as craqué quoi. Et ça mais c'est bas, c'est petit, mais je suis persuadé que c'est la raison pour laquelle Ngannou n'est pas plus mis en avant récemment quoi. Ouais, je pense qu'effectivement Dana White a perdu la foi. Cela dit, bon là évidemment c'est précipité et je place juste ça parce qu'on le porte dans notre cœur, mais Cyril Gane arrive. Ouais, mais ça me ferait chier quand même que nos espoirs s'entre-déchirent. Moi, je veux les voir se battre, mais pour le titre, tu vois. Ouais, bah oui, à la rigueur. À la rigueur. Et puis oui, voilà. Il reste Au encore Stade de France. Au Stade de France. Ah, oui. ça Sur la génial. Lune. Mais il faut encore le monter, Cyril Gane. Il a encore 2-3 combats avant d'arriver à ce stade. Là, Shamil Abdouragimov qui est prévu normalement pour le mois de juillet. Bien, messieurs, moins 45% avec Shout Out to My Sweet Protein et le code LASUEUR. Nous régalons. Voilà, et je vous dis à très vite. Swear.